Donc, je vais demander à Denis Alamargot de se présenter au pupitre. Vous êtes professeur de psychologie cognitive à Paris-Est ou UPEC ou Créteil. Je m'embrouille un peu maintenant dans le nom des... Les deux, Paris-Est, Créteil. Voilà, hein. dans le nom des établissements qui sont en recomposition permanente. Je pense que vous allez aborder notamment le point clé que j'avais noté de la question de la coordination et de la régulation des traitements pour limiter la compétition des processus de la mémoire de travail et automatiser ce qui peut l'être. Il y a eu une allusion ce matin, puisque dans l'écriture, il y a bien essayé d'agir de façon la plus automatique possible pour limiter la charge cognitive qui est induite par le fait non seulement d'orthographier, de créer des phrases, d'articuler, de développer ses idées. À vous. J'aborderai ces thèmes et j'y compléterai aussi par quelques stratégies. Bon, avant tout, je voulais remercier Catherine Brissot et Michel Fayolle de la confiance accordée en me demandant d'intervenir à cette conférence de consensus. Je vais aussi parler fort pour voilà, faut que je prenne cette habitude-là. Voilà, je vais me rapprocher. Et puis je vais remercier aussi le CNESCO, l'IFE et les membres du jury pour le travail préparatoire qui a été très enrichissant. Et donc je suis amené à répondre ou donner des éléments de réponse à une question redoutable. Comment amener les élèves à produire des textes complexes? Je dois dire tout de suite que je ne donnerai pas la réponse optimale. Si je l'avais, je crois que je serais en possession de la panacée rédactionnelle et beaucoup me demanderaient de la fournir. Donc non, je me contenterai de survoler en 20 minutes des éléments de réponse possibles en m'attachant aux résultats de la recherche en psychologie cognitive. Donc il a été dit ce matin au cours de la table ronde qu'il y avait plusieurs perspectives possibles. J'ai choisi en fonction de ma spécialisation cette perspective-là. Et en 20 minutes, sur la demande des organisateurs, j'essaierai de montrer les différents apports de la psychologie cognitive après 40 ans de travaux sur l'écriture et la rédaction. Et donc certains des apports de la psychologie cognitive qui peuvent, à mon sens, alimenter des pratiques d'enseignants, des pratiques en classe, pour aller vers cette amélioration d'écrits de textes dits complexes. Je passerai donc en revue 6 apports de la psychologie cognitive et conclurai mon intervention par 4 préconisations qui n'engagent que moi. Hein. Peut-être que certaines des préconisations iront dans le sens des pratiques, d'autres pas forcément dans le sens des pratiques, mais le jury sera là pour ensuite engager une discussion. Donc je crois que le premier rapport, qui était aussi un rapport historique, c'est le fait que la psychologie cognitive a très tôt, dès les années 80, avec le modèle d'Eisenhower dont il a été question à différentes reprises ce matin, donc cette psychologie cognitive a proposé non pas, ou pas seulement, une analyse du produit, de la trace écrite, mais une analyse des processus mentaux. Donc là on tombe sur le secteur de la psychologie au sens large, les processus mentaux qui sous-tendent la réalisation du produit. Lorsque j'évoquais le modèle de Hayes et Flower, je pense qu'il est connu par toutes et tous ici. Nous, de notre point de vue de chercheurs en psychologie cognitive, c'est aussi devenu un vieux modèle qui, s'il a été heuristique dans les années 80-90, peut être considéré aujourd'hui comme dépassé, et d'autres modèles au cours des 40 années ont vu le jour, ont donné lieu à des validations, et nous sommes aujourd'hui sur des modèles beaucoup plus intégrateurs qui tiennent compte des différentes dimensions de l'activité de production écrite. Alors quand je dis production écrite, j'inclus écrire et rédiger, et en l'occurrence, au cœur de l'activité se situe la graphomotricité. Jean-Luc Velay en parlera plus longuement. J'évoquerai quelques aspects autour des contraintes qu'elle peut faire peser sur l'activité. Et puis, de façon concentrique, l'orthographe, qui est en quelque sorte le code de la route, et vous verrez que je finirai sur une analogie avec la conduite automobile. Et donc, cette orthographe, cet écrit normé, ces différentes règles, d'ailleurs on dit règles à tort, puisque l'orthographe française lexicale ne comporte que très peu de règles et plutôt probabiliste, cette orthographe pose des problèmes aux élèves, et donc on va aussi voir les réponses ou les pistes sur cette question-là, mais je renverrai également à la communication de Monique Sénéchal qui interviendra aussi sur cet aspect-là. Et enfin, toujours de façon concentrique, la rédaction qui englobe l'orthographe, qui englobe la graphomotricité. J'aime cette présentation ciblée, concentrique, puisqu'elle évoque le fait que ces composantes sont en interdépendance, et donc la graphomotricité peut intervenir ou moduler, modifier, contraindre l'orthographe peut contraindre la rédaction, et de façon descendante, la rédaction interagir avec l'orthographe et la graphomotricité.
Ça signifie que la psychologie cognitive a très tôt proposé une approche analytique. J'entendais ce matin le terme technique, je l'aime pas beaucoup, puisque technique renverrait à quelque chose d'assez mécanique. Je préfère le terme analytique, où on offre aux praticiens la possibilité d'analyser des processus, et donc nous distinguons ces trois grandes composantes, graphomotricité, orthographe, rédaction, et puis dans ces composantes, par définition, se situent des processus, et ces processus sont eux-mêmes formés, composés, entre guillemets, par des opérations mentales. Donc ça veut dire que le praticien a à sa disposition en quelque sorte plusieurs grains d'analyse, pouvant se contenter de l'activité en général, mais pouvant aussi descendre jusqu'à des opérations très spécifiques liées à l'activité. Le deuxième apport sera de situer quelques années plus tard ces composantes processus opération mentale dans le modèle classique de la mémoire humaine. Modèle classique, vous savez, la psychologie s'est fondée aussi sur l'étude de la mémoire dès sa création, mais dans les années 70, un informaticien et un psychologue ont formalisé un modèle devenu classique composé de trois registres, la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, dite aussi de travail, la mémoire à long terme. Ça fait partie aussi des choses qui sont bien entrées dans l'esprit des praticiens, des enseignants, cette idée que la mémoire de travail est une contrainte. Il y a eu les années surcharge cognitive après les années modèle d'Eisenhower, et donc on est aussi dans un système de compétition en fait entre ces trois composantes. Et qui dit compétition, ici il s'agit des contraintes de la mémoire de travail. Il se trouve que l'élève apprenant, jeune rédacteur, parce qu'il doit gérer, comme vous l'avez dit, différentes opérations mentales simultanément, en parallèle, eh bien, se voit contraint ou de ralentir son activité ou de faire des erreurs, dites des erreurs de traitement en psychologie, qui sont le reflet, en fait, non pas tant d'un manque de connaissances, puisqu'il aurait des connaissances dans chacune des composantes, c'est la mise en œuvre simultanée de ces composantes qui va poser problème. Donc cette théorie dite de la capacité est bien connue, elle a donné lieu à beaucoup de travaux, et c'est cette dernière décennie, on a pu remettre au cœur de l'activité la graphomotricité, qu'on avait un peu finalement perdu de vue sur les didactiques plus classiques de la production écrite ou de la rédaction. Et donc on sait aujourd'hui, c'est assez bien documenté, que la graphomotricité continue à influencer des traitements orthographiques ou rédactionnels, y compris jusqu'au collège, y compris jusqu'en troisième. Donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été accumulés qui confortent cette idée. Et donc lorsque nous avions une analyse des textes de 2015, on voit que remettre des pratiques autour de l'acte graphique, y compris au collège, me semble être quelque chose de judicieux. Reste à savoir ensuite comment nous pouvons mettre en œuvre ces questions. Le troisième apport, lui, relève moins de la mémoire de travail et des contraintes que de la mémoire à long terme, qui est la ressource, qui contient les ressources, connaissances qui vont nous permettre d'écrire. Et en l'occurrence, un apport de la psychologie cognitive relève du principe d'automatisation que vous avez évoqué aussi et qui est bien connu et qui évidemment va s'appliquer à ce qui est appelé les bas niveaux de traitement. C'est un peu péjoratif, bas-haut, en fait des traitements qui sont susceptibles de se procéduraliser et d'aller vers une automatisation et donc de ne plus être coûteux sur le plan cognitif et de ne plus contraindre le jeune rédacteur lorsqu'il est en train de rédiger. Évidemment, la graphomotricité est composée d'opérations susceptibles de s'automatiser et une partie de l'orthographe qui peut se procéduraliser, on pense ici aux règles, là pour le coup grammaticales, qui peuvent s'automatiser. Une partie de l'orthographe, et c'est lié au code de la langue française, ne se procéduralisera pas, ou en tout cas c'est pas souhaitable, puisqu'il faut toujours garder à un moment donné un contrôle conscient pour pouvoir ou pas appliquer une règle, les règles du participe passé par exemple, qui ne pourront pas ou très difficilement se procéduraliser. L'idée, c'est que la procéduralisation va donc opérer un gain par défaut, puisqu'un processus coûteux le sera moins, et donc permettre de faciliter des traitements orthographiques conscients, contrôlés, ou encore des traitements rédactionnels. Et un certain nombre de travaux vont bien dans ce sens-là, des entraînements graphomoteurs, des entraînements orthographiques, conduisant à l'automatisation, libèrent des ressources cognitives au profit de la qualité d'un texte, en termes de cohérence, en termes de cohésion. Donc là encore, il y a des apports importants.
Le problème, c'est que lorsqu'on évoque automatisation, il faut aussi penser à son opérationnalisation, et une grande question, c'est le temps de la pratique dans les classes. On a vu que les programmes de 2015 augmentaient la pratique de l'écrit, mais de fait, l'automatisation, on la retrouve dans l'activité artistique, musicale, etc. Ça signifie des heures passées à écrire, des heures de pratique quotidienne, journalière, et des pratiques diverses et variées, impliquant écrire en contexte, mais aussi, comme au piano, faire des gammes hors contexte. Et donc ce temps d'apprentissage doit probablement être questionné à l'échelle du calendrier et du rythme de l'éducation nationale. Le quatrième apport, lui, est en quelque sorte le pendant, puisque si certains processus s'automatisent, d'autres, eux, résistent à l'automatisation. En fait, il n'est pas souhaitable de les automatiser. Et donc là, on est plutôt sur les parties orthographiques, conscientes, stratégiques, contrôlées, et les parties rédactionnelles. On a évoqué ce matin la créativité, des stratégies qui vont être mises en place par le rédacteur. Ici, ce sont les travaux sur la métacognition qui ont pu donner lieu à des modèles de gestion de l'activité. Parce que l'enjeu pour le rédacteur, c'est d'aborder finalement ce qui pourrait être une résolution de problème. Je dois atteindre un but communicatif ou un but pragmatique, et donc je dois mettre en œuvre une stratégie qui consiste à mettre en œuvre les processus rédactionnels de la façon la plus économique possible pour préserver une qualité, pour préserver une fluidité dans ma production. Et donc cette stratégie qui doit se mettre en œuvre au moment même de la tâche, on peut parler évidemment d'écrits successifs, mais pour chacun des écrits successifs, ces stratégies vont devoir œuvrer. Et donc les modèles du contrôle métacognitif chez l'être humain ont alimenté les modèles de contrôle et de gestion de l'activité rédactionnelle à travers la supervision, donc être capable d'analyser l'écart entre mon intention et ma réalisation. Et on a évoqué ce matin, évidemment, l'extrême difficulté que rencontrent nos plus jeunes élèves sur la capacité à se relire ou à détecter des erreurs, et plus encore à aller vers des modifications plus profondes du texte en quittant les modifications de surface. Évidemment, lorsqu'on a détecté des anomalies, un écart, eh bien, il faut pouvoir piloter, ce que les anglo-saxons appellent control, mais je trouve en français, c'est pas tout à fait le bon terme. Donc le pilotage, mettre en œuvre le bon processus pour résoudre le problème. Donc j'insiste beaucoup sur cette activité de résolution de problèmes, sans forcément nier la partie créative de la rédaction, évidemment, mais même en ayant un écrit créatif, on doit malgré tout atteindre des objectifs. L'apport numéro 5 concerne le développement, puisque là nous avons parlé des processus et des opérations, et donc le développement, lui, a été considérablement revu, des conceptions ont été revues depuis les modèles en stade ou en étape, où dans les années 80, on parlait des 3 phases de la rédaction, planification, formulation, révision du modèle d'Eisenhower, ce qui est entre nous une surinterprétation. Ils n'ont jamais dit qu'il y avait 3 phases, ce sont 3 processus interactifs et j'y reviendrai. Donc il y a eu une surinterprétation en termes de phases, en termes d'étapes d'apprentissage de l'orthographe. Monique Sénéchal reviendra, je pense, sur ces aspects-là. Nous sommes plutôt aujourd'hui sur des stratégies et des développements par vagues, ce qui nous amène à concevoir en fait le développement des processus rédactionnels comme plus précoce qu'il n'était question, y compris dans les programmes scolaires, et avec des prémices qui sont en fait des moyens qu'a le jeune élève d'articuler des premières stratégies pour pouvoir résoudre des problèmes au départ graphomoteurs, orthographiques ou rédactionnels. Donc on peut écrire sans doute plus tôt, dès lors que les contraintes motrices et maturationnelles le permettent, mais sur des formes approchées. On retrouvera l'orthographe approchée, on pourrait parler aussi de rédaction approchée, avant d'être sur un modèle normatif. Le 6e apport, lui, est méthodologique, puisque la psychologie cognitive s'est construite sur la physique au départ, la psychophysique, la psychologie expérimentale, et donc nous avons pu développer au cours de ces 40 ans des outils spécifiques pour étudier les stratégies ou les procédures mises en place par les élèves. Et en l'occurrence, nous avons pu travailler dans mon laboratoire sur l'articulation entre les mouvements oculaires et les mouvements d'écriture. Et ici, vous allez voir comment un CE2, un élève de CE2, je ne sais pas si vous le verrez, c'est petit. Non, on voit, ouais, avec le soleil, c'est tout. Voilà, le sommet des montagnes à Tyr, il s'agit ici d'une expérimentation basée sur l'orthographe grammaticale. Vous savez que cette forme particulière attire une erreur dite d'attraction, puisqu'on va accorder avec
le N2 et non pas le N1. Et regardez ce qui s'est passé. Là, vous avez le rythme de production, on parlait de la vitesse de production d'un CE2. L'écriture est donc digitalisée sur la tablette et la petite croix, c'est l'œil. Et donc, vous allez voir le comportement oculaire au moment d'écrire attire. Voilà, c'est ce qu'on appelle une fixation régressive très courte, 50 millisecondes, plus courte que les fixations les plus courtes en lecture. Et donc, ce que nous avons pu observer et montrer par l'expérimentation, c'est que c'était en réalité une stratégie novice que mettaient en place les CE2, mais qui leur permettait de réussir à éviter l'erreur d'attraction. Les CM2 commencent, eux, à ne plus pratiquer cette fixation régressive. Si je me permets, pour les collègues qui n'ont pas pu voir parce qu'on est loin ou ceux qui sont sur Internet, en fait, on a vu que l'œil s'est déplacé de attire à le et non pas à montagne. C'est ça, voilà. C'est ça. Parce que en français, le déterminant comporte une information décisive facile à capter. Le CM2 commencera à ne plus procéder à cette fixation régressive, mais allongera la vitesse, réduira la vitesse de production du E, qui est la preuve en fait que ce traitement qui est basé sur la mémoire externe du texte se déroulera ensuite en mémoire de travail. Quant à des élèves de terminale, ils écrivent rapidement, ne font pas d'erreurs, ne font pas de fixation régressive, mais dès lors qu'on baisse leur capacité cognitive avec une tâche ajoutée, eh bien, ils refont cette fixation régressive des CE2. Donc là, nous ne sommes pas sur un fonctionnement stable, nous sommes sur des fonctionnements stratégiques qui doivent s'adapter aux contraintes. Finalement, pour conclure sur les 3 ou 4 minutes qu'il me reste, nous avons 2 types d'interventions possibles qui sont évidemment connus des enseignants, des praticiens, l'automatisation, la procéduralisation, et puis l'installation de stratégies toujours plus efficaces avec un ciblage spécifique des différents processus. Cela m'amène à donc répondre à la question avec 4 préconisations en fonction des 6 apports que nous avons pu entrevoir ensemble. À cette question redoutable, je pense que le point principal est de toujours privilégier la mise en œuvre coordonnée de l'ensemble des traitements. Nous savons assez bien entraîner la graphomotricité, entraîner l'orthographe et encore entraîner la rédaction en tant que telle. Mais dès lors que nous tentons avec les élèves, y compris les plus faibles et surtout les plus faibles, d'articuler les 3 composantes simultanément, là, nous tombons évidemment sur les phénomènes décrits par la psychologie cognitive, surcharge, etc. Mais est-ce pour autant qu'il faut renoncer à cette articulation? Je pense que l'objectif pédagogique doit rester ce pilotage et cette articulation. Et là, on est très conforme à ce que nous avait dit Hayes et Flower, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre ensemble des processus et de trouver la meilleure application, le meilleur pilotage possible. Alors ça veut dire évidemment que si on demande à l'élève de conduire le texte avec tous les ingrédients, et si vous me permettez cette analogie, il ne s'agit pas de travailler le code d'un côté, la connaissance de la mécanique de l'auto, et de travailler un parcours sur une carte. Il s'agit, ça c'est facile, il s'agit de conduire effectivement, donc d'écrire tout en ayant une graphomotricité contrôlée, automatisée, respecter le code de la route, donc l'orthographe, et être très imaginatif et adaptatif sur son itinéraire. J'arrête là l'analogie, mais je pense qu'elle est assez pertinente. Et donc, je préconise des textes courts. Des écrits courts, ce qui ne veut pas dire court dans le temps, je veux dire des exercices approchant ce que sera plus tard une forme textuelle, peut-être avec une typologie ou un genre. Des textes courts, mais qui impliquent toujours les contraintes, les exigences qui composent le problème. Puisque si on conduit sans respecter le code de la route, on va conduire mieux. Avec sans doute des problèmes. Donc l'idée, c'est d'aller exactement à l'instar de l'orthographe approchée vers une rédaction approchée. Et lorsque je dis ça, je mesure les conséquences et les implications. La deuxième préconisation, c'est que il faudrait mettre en place avec cette idée de rédaction approchée, et là je me situe chez le jeune élève, pas au collège, mais au cycle 2 déjà, vers des typologies littéraires, oui, mais c'est l'objectif, c'est pas le moyen. Et souvent il peut y avoir une confusion entre l'objectif et le moyen, et je préconise une progression avec un temps long
qui permet ces mécanismes d'automatisation d'opérer. Et lorsqu'on parle de temps long, c'est 3, 4, 5 ans. Donc on est plus sur des cycles que des années scolaires. Et donc un temps qui permet à l'automatisation de s'opérer pour les processus susceptibles de se procéduraliser et des stratégies qui se complexifient, donc comme l'orthographe approchée. La troisième préconisation, je ne suis pas sûr que l'entrée qu'on a longtemps, y compris nous en psychologie, considérée comme facilitatrice par les types de textes, et je parle sous le contrôle de Michel qui a écrit sur le schéma narratif et le texte narratif, je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'on puisse tenir la même position, c'est-à-dire évidemment un type de texte est un élément facilitateur puisqu'il fournit une planification. Premier problème, il est très culturellement marqué. Nous, à Paris-Est-Créteil, le schéma narratif ne signifie pas forcément toujours la même chose dans les classes, hein, puisqu'il y a différentes cultures possibles. Mais outre son marquage culturel, en fait, c'est comme si nous suppléons la planification, qu'on fournit un schéma qui va être évidemment mieux produit par l'élève, mais avec cette typologie, on ne travaille pas forcément la gestion. La gestion, c'est être capable de planifier tout en formulant, tout en rédigeant, et tout en produisant la trace. La dernière préconisation, c'est l'évaluation des processus, puisque nous en sommes à l'évaluation des produits, et que nous avons bien du mal, dans l'éducation, dans les pratiques, à aller vers le processus. Évidemment, les enseignants peuvent interpréter, ou il peut être demandé aux enseignants d'interpréter des erreurs d'orthographe, par exemple, mais pour autant, ça ne donne pas accès à l'ensemble des processus. Je crois que là, il faut être ambitieux. Des tablettes arrivent dans les classes, les outils informatiques se répandent, et il est tout à fait possible aujourd'hui, avec un effort technologique, d'utiliser des tablettes non pas pour écrire, mais pour évaluer l'écriture. Et la variable temporelle me semble être déterminante, puisqu'on peut faire une erreur d'orthographe rapidement, ou lentement, et j'en ai fini. Mais ce temps, outre des tablettes, peut tout à fait être mesuré par un chronomètre ou des exercices en durée limitée, des exercices où on interrompt l'élève au bout d'une minute, on regarde le nombre de mots qu'il a produit. Bref, avancer sur l'évaluation en profitant des apports de la psychologie cognitive. Merci beaucoup. Merci bien. J'en profite pour rappeler, donc, si vous voulez poser des questions autrement que par le Padlet, vous pouvez également remplir un petit papier et le remettre aux personnes qui sont au fond de la salle et qui sont prêtes à les prendre. Alors, mesdames et messieurs les membres du jury, avez-vous des questions à poser à notre intervenant? Oui. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup déjà. Donc Jeanne Dubreuil, professeure des écoles dans les Yvelines. J'aimerais revenir sur le titre de votre intervention, notamment sur les termes textes complexes. Est-ce qu'il existe des textes complexes et donc des textes non complexes, ou est-ce qu'on doit comprendre que toute tâche d'écriture est complexe au regard des processus qu'elle mobilise? Alors, ce terme complexe, je ne l'identifie pas à compliqué. Hein, c'est-à-dire l'univers est complexe, donc il est composé de différentes composantes, d'éléments dont on ne comprend pas évidemment bien encore le fonctionnement, mais on commence à cerner des éléments. Il y a l'activité rédactionnelle, et Michel Fayol évoquait le fait que nous avons inventé cet outil il y a 5000 ans, guère plus. Donc c'est une activité complexe au sens où elle implique beaucoup de processus. Est-ce que pour autant elle est compliquée? Je pense qu'elle est moins compliquée que l'univers. Donc avec quelques travaux supplémentaires, quelques méthodes nouvelles, on arrivera quand même à mieux comprendre les processus, qu'on les comprend mieux aujourd'hui qu'il y a 40 ans ou qu'il y a 60 ans. Je pense en revanche qu'il faut toujours ramener l'activité au niveau développemental de l'élève. C'est le psychologue qui parle. Et donc pour un élève, produire des lettres lorsqu'on a 4 ou 5 ans, c'est une activité compliquée. Et les traitements sont complexes. Et puis, plus tard, lorsqu'on est en terminale, rédiger une dissertation est devenu quelque chose aussi complexe, aussi compliqué. Donc à chaque niveau développemental, sa complexité et sa complication en quelque sorte. J'ai une seconde question. La métacognition est-elle une condition sine qua non à la production d'un écrit abouti? C'est une question compliquée qui nous amènerait sur d'autres interventions, parce que la métacognition elle-même
tel que même défini par Flavel, n'est pas unique. Il y a une métacognition consciente et puis aussi une métaprocéduralisation en quelque sorte. Il y a différents modèles de métacognition pour aller vite. Et je ne sais pas si la prise de conscience est toujours nécessaire pour écrire. Je crois que là, ensuite, c'est quelque chose qu'on pourra aborder, ce sont les styles rédactionnels. Il est probable qu'il y ait différentes façons d'aborder cette gestion des processus. Là, je voudrais référer à la critique génétique. On avait travaillé avec Jean-Louis Lebrave sur des styles de rédacteurs, où la critique génétique et Louillet avaient décrit les écrivains à programme ou les écrivains à processus. Donc je pense que l'écriture automatique, par exemple, qui peut être une pratique, justement se passerait d'un contrôle. Donc je pense qu'il y a différentes façons de contrôler et d'engager les processus. C'est toujours une question de résolution de problèmes, il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire finalement c'est l'enseignant qui à travers ses consignes qui vont devenir les contraintes. Contraintes, c'est pas forcément négatif. C'est aux échecs, il y a des contraintes. C'est le déplacement des pièces dans le jeu. Et donc, c'est un jeu, voilà. Et donc, l'enseignant va donner une visée communicative, va définir la tâche, les paramètres de la tâche. Et là, eh bien, c'est l'enfant qui, avec ses connaissances et ses aptitudes et son niveau développemental, qui va trouver la meilleure façon de répondre, parce que l'activité réactionnelle est une activité ouverte. C'est pour ça que le terme technique me gêne, parce que ça laisserait penser que l'activité psychologique cognitive n'est liée qu'à la conduite de la voiture et à la passation des vitesses. En fait, la cognition, elle est aussi sur la création, sur la façon dont on va gérer ce problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, absolument. Merci beaucoup. Pas de papier, pas d'autres questions pour l'instant. J'ai une question qui est en train de s'écrire sur le Padlet, on est en plein là dans le processus. J'espère que ça a été programmé avant. Est-ce qu'il y a des temps de pause pendant l'écriture ? Pourriez-vous préciser l'analogie entre rédaction approchée et orthographe approchée ? En cours, je suis pas sûr que la rédaction approchée fasse l'objet encore de beaucoup d'études ni d'acceptation. L'idée et d'ailleurs ni l'orthographe approchée, loin de faire consensus. L'idée, je crois, derrière ma proposition, c'est de passer d'un modèle de performance à un modèle de compétence. Et que, de fait, je crois, dans ce que je peux observer aussi au quotidien dans l'ESP dans laquelle je travaille, donc sur la formation des enseignants, les pratiques de classe, je crois, et je connais pas la raison profonde, mais que nous sommes sur un modèle, pour le français en tout cas, pour aller vite sur l'écriture, sur un modèle de compétence, sur un modèle de performance, et où on interroge la performance d'un élève par rapport à une norme. Cette norme, elle est forcément littéraire, puisque nous avons des modèles. Le type de texte peut être un modèle littéraire, et c'est très bien. Donc, on évalue l'élève par rapport à un écart de performance. J'aimerais qu'on puisse évaluer l'élève sur ses compétences, c'est-à-dire se dire ce texte il est inachevé, il comporte des erreurs d'orthographe, certes, il a une graphomotricité encore approchante, mais ce texte vient d'être produit par un élève qui a 6 ans. Évidemment, à 6 ans, on ne peut pas approcher un type de texte. Qu'est capable de faire cet élève? Certaines erreurs d'orthographe ne sont pas des erreurs. Ce sont des calculs par la voie graphiphonique qui vont être admises à un moment donné dans l'orthographe approchée pour tendre vers l'orthographe normée. Eh bien, je pense que la rédaction mériterait d'être désenclavée et à un moment donné de donner à l'élève la possibilité de produire des textes et de façon assez libérée, on va dire, mais toujours respectant les contraintes. C'est-à-dire que l'élève doit toujours avoir en tête qu'il faut avoir un but, qu'il faut avoir intégré l'orthographe, même si on n'y arrive pas encore, mais faire en sorte de la calculer toujours, et puis d'avoir un écrit qui va approcher la norme, qui va approcher la performance, mais avec une analyse de ses compétences. C'est pour ça que la préconisation numéro 4 est très importante. Tant que nous en restons à l'analyse de la performance et donc de la trace, nous passons à côté des compétences. Merci. Je crois qu'on va encore vous remercier pour cet exposé très clair, je crois, et presque dans les temps impartis.